Alors, l'Italie, raconte-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? On a visité Rome et bien sûr, on a goûté à toutes les délices culinaires. C'était une pause bien méritée. Avant que j'oublie, le chef de service veut te voir pour faire le point sur un dossier. Tu devrais passer dans son bureau. Ah oui, merci de me le dire. Je vais y aller tout de suite. Chef, vous vouliez me voir? Asseyez-vous. C'est bon, il est là. Ah, salut les gars. Qu'est-ce que vous faites? Si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Et Horus, ça te dit quelque chose? Retour en 2015, une époque où le marché du dark web français connaît quelques rebondissements. À cette période, quelques plateformes se partagent le haut du classement. Même si on reste très loin d'un alphabet en termes d'utilisateurs actifs, on peut noter quelques noms tels que la plateforme French Deep Web et la plateforme French Marketplace. French Marketplace avait la particularité de proposer à ses utilisateurs de stocker leurs bitcoins sur le portefeuille de la plateforme. Mais en février 2015, French Marketplace va subir un démantèlement de la part des autorités françaises. Par la même occasion, le gestionnaire qui s'occupait du portefeuille va en profiter pour disparaître avec l'argent des utilisateurs. Il partira avec un équivalent de 40 000 € en bitcoin. Comme c'est souvent le cas sur le dark web, après la fermeture d'une plateforme, d'autres sont créés très rapidement afin d'attirer les utilisateurs de la plateforme qui vient de tomber. Ainsi, plusieurs marchés noirs vont voir le jour. Mais c'est surtout un marché encore privé nommé la main noire qui va devenir public et donc accessible à quiconque. À la surface, c'est également mouvementé, voire très mouvementé. Dans un contexte très tendu, la France doit faire face à des risques d'attentats sur son territoire. L'année 2015 commence par le terrible attentat survenu le 7 janvier qui a visé le journal Charlie Hebdo. Le 13 novembre 2015, l'attentat du Bataclan est le plus meurtrier sur le sol français, faisant 130 morts et de nombreux blessés. La France est sous le choc. Les services de renseignement sont en alerte totale. Il y a énormément de gens à surveiller et la DGIC recrute en masse. À quelques dizaines de kilomètres de la DGIC, un jeune policier qui avait rejoint la police en 2009 est promu au rang d'enquêteur et se fait remarquer par sa hiérarchie grâce à ses résultats sur plusieurs dossiers. Il a de l'ambition, il veut grimper les échelons, il veut aider à lutter contre le terrorisme. Il compte faire profiter de son expérience et décide de postuler à la prestigieuse Direction générale de la sécurité intérieure. Son profil intéresse les recruteurs. Il passe les entretiens sans difficulté et rejoint la DGIC en 2016 en tant que brigadier. Il est ensuite attaché à la division judiciaire et va travailler sur tous les dossiers liés de près ou de loin aux nouvelles technologies. Cela ne le dérange pas. L'informatique, c'est son truc. Il se crée même une petite réputation de génie car c'est à lui qu'on confie toutes les tâches d'extraction des données des téléphones et des ordinateurs saisis. C'est un jeune homme brillant sur le plan professionnel, mais beaucoup moins sur le plan financier. Il mène une vie au-dessus de ses moyens, partageant son quotidien avec son partenaire, un étudiant endetté. Son salaire de brigadier à 2 000 € ne suffit plus, le poussant à souscrire à plusieurs crédits à la consommation. Il entre ainsi dans une spirale et multiplie les prêts, accumulant une dette d'environ 40 000 € en plus d'avoir des impôts impayés. Au sein de la DGIC, il est rapidement impressionné par les moyens techniques et humains à sa disposition pour mener ses enquêtes. Il a un accès total à l'intégralité des fichiers de renseignement lui permettant d'identifier un véhicule, une personne ou un numéro de téléphone. En février 2016, il travaille sur un dossier de surveillance concernant plusieurs membres d'une famille soupçonnés de préparer un attentat. Au cours de son enquête, il découvre qu'un des membres de cette famille en détention pratique des arnaques de cartes grises sur Le Bon Coin, qu'il prépare d'abord sur le dark web.
Intrigué, il décide d'explorer ce nouveau monde et se trouve totalement fasciné par toute cette liberté et les possibilités qu'offre le dark web, et continue à chercher pour comprendre comment les fausses cartes grises sont créées. En fouillant, il tombe sur la plateforme La Main Noire et découvre la boutique d'un certain Jojo de la Vega qui se dit être spécialisé dans les faux permis et les fausses cartes grises. Il va s'inscrire et choisir un pseudonyme. Étant un grand fan de la littérature française, il choisit Baudelaire 93 et contacte le fameux Jojo de la Vega. Oui, je propose ça. Plein de choses. Tu peux replaquer des voitures volées, tu peux arnaquer en faisant payer une avance sur la vente d'un véhicule à distance et ne jamais le livrer, etc. Alors, intéressé? Oui, c'est pas compliqué. Mais dis-moi, j'aurais une question à te poser. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait me fournir des infos qui proviendraient de vraies cartes grises ou de vrais permis? Écoute, tu t'exprimes bien, tu ne fais pas de faute, tu poses beaucoup de questions. Si t'es pas un flic, je ne comprends pas ce que tu fais ici. Je cherche activement, ça paye bien en plus. Après plusieurs jours de réflexion, notre enquêteur, alias Baudelaire 93, mord à l'hameçon et accepte de proposer ses services à Jojo de la Vega. Il se dit que finalement ce ne sont que quelques recherches spéciales parmi les dizaines qu'il effectue pour ses enquêtes. S'il reste discret, tout devrait bien se passer. Tout dépend de l'information demandée, mais je te donne entre 100 et 300. J'ai besoin d'informations sur les cartes grises et les permis, environ une dizaine par mois. Tiens, donne-moi les informations de la carte grise pour... La DGSI est un système de renseignement intérieur français qui œuvre à protéger les citoyens contre toute forme de menace. Pour cela, les agents ont à leur disposition de puissants systèmes d'information qui permettent d'accéder aux titres d'identité des citoyens français, aux informations des permis de conduire et des cartes grises des automobilistes et aux fichiers des voyages. Ainsi, Baudelaire 93 va fournir surtout des informations provenant des cartes grises et des permis de conduire. Avec ses premiers échanges, il arrive à se faire entre 300 et 400 € par mois. Très vite, Jojo de la Vega souhaite un autre type d'information. Il voudrait connaître l'identité d'une personne à partir de son numéro de téléphone. La DGSI a justement un outil pour cela, c'est la plateforme nationale des interceptions judiciaires. Cette plateforme permet d'identifier un numéro de téléphone, de fournir un document détaillé des appels entrants et sortants avec les dates et les durées, et elle permet surtout de localiser un numéro de téléphone. Pour ce service, Baudelaire 93 va demander 200 €, car il sait que pour accéder à cette plateforme, c'est plus compliqué. Il faut justifier le besoin et obtenir des autorisations. Mais en pratique, il va se rendre compte que c'est beaucoup plus facile. En réalité, il n'y avait aucun contrôle. Il trouve même la combine qui consiste à créer un dossier bidon et à se l'affecter. En plus des cartes grises et des permis, il peut maintenant fournir des informations liées au numéro de téléphone. Jojo de la Vega va lui demander davantage, à tel point que les deux individus échangent chaque jour. À ce moment-là, il gagne entre 500 et 800 € par semaine. La Main Noire, une plateforme d'échange de marchandises illicites, offrait une variété de produits tels que des drogues, des armes, des faux papiers ou encore des données volées pour des fraudes à la carte bancaire. Les vendeurs étaient évalués en fonction de la qualité de leurs marchandises et des délais de livraison. Les transactions s'effectuaient en crypto-monnaie avec la plateforme agissant comme intermédiaire entre acheteurs et vendeurs. Elle bloquait les fonds sur un compte jusqu'à ce que l'acheteur réceptionne son colis, prélevant au passage une commission de 3 à 5%. Vers décembre 2017, Jojo de la Vega, son unique client, ne répond plus. Son petit business s'arrête brusquement. Il a alors une idée, lancer sa propre boutique pour proposer ses services à un public plus large. En quelques clics, il crée sa boutique sur le célèbre plateforme d'échange de marchandises La Main Noire. Il opte pour un nouveau pseudonyme, Horus, en référence à l'œil mythologique qui voit tout et étroitement lié à son métier de surveillance.
Sa boutique attire rapidement des clients et il reçoit des commandes qu'il note le soir pour les exécuter le lendemain à son bureau. Il offrait un délai de 24 à 72 heures pour obtenir les informations et garantissait un remboursement en cas de non-réussite. Il propose ses services sur d'autres plateformes, dont la plateforme French Deep Web. Les clients sont tous très satisfaits de ses services, le qualifiant de fiable, efficace et très rapide. Les commandes se multiplient et il a du mal à gérer la charge de travail. Il en vient même parfois à apporter son ordinateur personnel au bureau pour traiter les commandes directement. La fatigue s'installe également, le rendant moins méfiant, moins sur ses gardes. Il ne le sait pas encore, mais les autorités le surveillent depuis un moment. Beaucoup de filières de documents clandestins font appel au service d'Aurus, et cela n'échappe pas à l'OL-Team, l'organisme de lutte contre les faux papiers. En fouillant, les agents découvrent que les faussaires ont fréquemment recours au service du fameux Aurus. Un premier dossier est monté et transmis à la DGSI. Parallèlement, les enquêteurs de la DNRED, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, sont prêts à intervenir non pas pour arrêter Aurus, mais pour démanteler la Main Noire, l'une des plateformes sur laquelle Aurus opère et qui compte à ce moment près de 3000 utilisateurs actifs. La Main Noire, cette nouvelle plateforme d'échange de marchandises illicites, n'a pas échappé à l'œil des enquêteurs. Dès sa création, l'opération menée par la DNRED, le renseignement douanier, avait réussi à percer l'anonymat des administrateurs du site. Le 12 juin 2018, une opération inédite est lancée sur le sol français. Mobilisant une quarantaine d'agents, elle s'est déroulée simultanément dans plusieurs villes de France. Anouchka, l'administratrice du site, sera arrêtée dans la région de Lille. Très loin du profil classique de ce milieu, se cache derrière ce pseudonyme une mère de famille de 28 ans sans emploi. Wido, un modérateur d'une quarantaine d'années, sera interpellé à Marseille. Yen, l'autre modérateur, un jeune homme sans emploi, sera interpellé à Montpellier. Cette opération a permis de saisir les serveurs de la Main Noire ainsi que 4 000 € en liquide et 25 000 € en crypto-monnaie. Retour à la DGSI, l'hypothèse du hacker qui se serait introduit dans les réseaux de la police est écartée. On soupçonne fortement un policier d'être derrière tout cela. Étant donné qu'il est impossible de faire du cas par cas sur les 140 000 policiers, les autorités décident de tendre un piège à Aurus. Comme il est possible de remonter à la source depuis une recherche effectuée sur la plateforme des renseignements, les enquêteurs se font passer pour des clients et passent plusieurs commandes auprès d'Aurus. Comme attendu, des recherches sont effectuées et les enquêteurs remontent facilement à l'identité du fameux Aurus, qui n'est autre qu'un certain Christophe, brigadier affecté à la DGSI. Le 24 septembre 2018, à son retour de vacances d'Italie, il est arrêté dans le bureau d'un de ses chefs de service, placé ensuite en garde à vue où il avouera tout. Son arrestation permet également de remonter à Jojo de la Vega, un de ses plus gros clients, qui est lui aussi arrêté et placé en garde à vue. Derrière ce pseudonyme se cache en fait un homme d'une quarantaine d'années, très discret et vivant dans le sud de la France. En interrogeant Jojo de la Vega, les enquêteurs vont apprendre qu'il y a même un autre membre des forces de l'ordre qui fournissait ce dernier sous le pseudonyme Shoint. Jojo de la Vega dit avoir passé seulement 2 commandes auprès de Shoint afin d'identifier des plaques d'immatriculation, ce qui est largement suffisant pour les enquêteurs. Ils effectuent quelques recherches inversées et remontent facilement à l'identité derrière Shoint. Il s'agit d'un autre Christophe, adjudant d'une quarantaine d'années, travaillant au C3N, le centre de lutte contre les criminalités numériques. En raison de son rôle de cyber-enquêteur, les autorités pensent que ces commandes faisaient partie du cadre d'une de ces enquêtes. Mais en fouillant, ils découvrent qu'il a lui aussi une boutique où il propose les mêmes services qu'Aurus, ainsi que d'autres services tels que la cyberpression, des filatures et même la livraison de drogue et d'autres marchandises avec sa voiture de fonction. Il sera arrêté sur les lieux de son travail où il avouera tout, évoquant des problèmes d'argent liés à un divorce. Lors de son audition, Christophe alias Aurus explique qu'il a développé une forme d'addiction et qu'il a fait tout cela pour régler ses problèmes de dette. Au total, il aura effectué plus de 380 recherches avec ses outils de travail. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre de juillet 2021 à février 2023.
Pendant son séjour en prison, il soumet un dossier de surendettement à la Banque de France, qui accepte un effacement total de ses dettes. Il vit maintenant en Normandie et a repris une activité professionnelle loin de la police et de la fonction publique, mais plutôt dans la création de sites web. Il attend maintenant un autre jugement où il est mis en examen pour association de malfaiteurs. Pour le compte d'un de ses clients, il aurait aidé à géolocaliser des portables appartenant à 3 personnes du banditisme marseillais, dont 2 ont été assassinés. En devenant Horus, Christophe a vu une opportunité et l'a saisie, tout en sachant qu'il jouait avec le feu. Cette histoire met aussi en lumière la fragilité interne des institutions. Comment a-t-il pu opérer aussi longtemps sans que son entourage ou ses chefs de service ne le remarquent? Il y avait pourtant pas mal d'indices. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.